Merci à toutes celles et ceux qui sont déjà connectés. Merci de suivre ce webinaire sur les premiers appels de la session 3, sachant qu'un deuxième webinaire est organisé demain pour le troisième call de cette destination. Pour introduire rapidement ce webinaire, sachez qu'il sera enregistré. On mettra en ligne l'enregistrement ainsi que les présentations et vous serez tenu informé lorsque ça sera fait. Vos questions peuvent être posées à travers le chat. Elles seront relayées aux orateurs. Donc, merci Enrico Mazzon pour le faire. Et les questions qui n'auraient pas reçu de réponse durant le webinaire, faute de temps, le PCN y répondra par mail et on vous fera un retour à ce niveau. Donc, pour me présenter, je suis Benjamin Viniger, le coordinateur du point de contact national climat-énergie et j'ai pris mes fonctions au 1er avril. Sont également présents aujourd'hui avec nous Monsieur Philippe Child de la Commission européenne, Pierre Brignoux et Constantin Sipos de la société Rescol et Vasile Youssouf qui est également membre du point de contact national et qui présentera avec moi donc les appels à projets. Donc, je voudrais tout particulièrement remercier les participants qui ont accepté d'être présents à ce webinaire et pour les présentations qu'ils vont nous produire. Au programme de ce au programme des 1h45 à venir. Tout d'abord, Monsieur Philippe Child nous présentera l'architecture d'Horizon Europe et le contexte politique, et plus précisément celui du cluster 5. Suivra un temps de questions-réponses où vous pourrez donc adresser vos questions directement à Monsieur Philippe Child. Pardon, ça m'a échappé. Child. Suivront ensuite donc les 19 appels à propositions que Vasile et moi présenterons et de nouveau un temps de questions-réponses. Et puis, messieurs Constantin Sipos et Pierre Brignoux vous feront un retour d'expérience concernant donc la participation à un projet Horizon 2020. J'en profite pour préciser que Monsieur Philippe Child sera parmi nous jusqu'à la fin du webinaire et je vous encourage à lui poser vos questions, sachant que Monsieur Philippe Child est plus porté sur les questions d'énergie renouvelable. Donc, pas forcément beaucoup d'appels aujourd'hui, un peu plus demain, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, Monsieur Child, la parole est à vous et je vous laisse prendre la main pour présenter. Merci Benjamin Winiger. Je suis Philippe Shields de l'unité qui s'occupe de la transition énergétique vers les énergies propres et je vais vous présenter en fait le programme de travail et les différentes nouveautés qu'on a dans Horizon Europe. Donc, je suppose que vous êtes tous un peu familiers, je dirais, à la structure d'Horizon Europe, qui est très semblable à celle d'Horizon 2020. La différence est en fait sur ce que vous voyez ici à gauche, c'est que Horizon Europe a introduit de façon spécifique une part du programme de travail qui sera sur la recherche concernant la défense européenne, qui aura des actions de recherche et des actions de développement aussi. Ce qui était à droite a toujours existé, qui est le programme Euratom, qui est un traité à part, mais qui est conjoint au niveau de nos règles, des règles de participation et autres structures et timing aussi d'Horizon Europe. Ce que je vais vous décrire est dans le pilier 2, qui s'occupe des problématiques mondiales et compétitivité industrielle, et en particulier le cluster 5, parce que c'est le 5e dans la liste, sur le climat, énergie et mobilité. Une vue d'ensemble, le programme Horizon Europe a un budget pour les 7 prochaines années de 85,5 milliards d'euros. Ça inclut 5,4 milliards qui viennent du plan de relance de l'Union européenne pour
pour récupérer après la Covid. Cette information est importante parce que ces 5,4 milliards d'euros sont à dépenser dans les 3 premières années du programme de travail. Et vous voyez en fait là, au niveau budgétaire que un peu plus que 50% du budget va en fait sur le pilier 2. Et dans le pilier 2, le cluster 5, en fait, a sur les 7 prochaines années un budget de 15 milliards d'euros. Ce budget n'est pas divisé de façon annuelle, il sera ce qu'on appelle, il va augmenter d'année en année. En général, on a le plus gros budget dans les dernières années du programme de travail. Sur la base légale du programme du programme cadre, les actions que le cluster 5 doit regarder, ce sont les aspects de climatologie et les solutions climatiques, l'aspect approvisionnement en énergie, sur les systèmes et réseaux énergétiques, sur les bâtiments et les installations industrielles pour leur permettre une transition énergétique vers les énergies propres, les aspects qui sont dans communauté et ville, la compétitivité industrielle dans les transports, les transports propres, sûrs et accessibles, et tous les aspects de mobilité, l'introduction de la mobilité intelligente et également le stockage d'énergie. Donc, sur ce que la base légale nous donne, le cluster 5, en fait, va être orienté avec un programme de travail qui sera biannuel. Donc, ça va être le premier programme de travail va couvrir les années 2021-2022, puis après, ce sera 2023-2024. Et comme 7 ne se divise pas par 2, le troisième programme de travail couvrira les 3 dernières années du programme cadre. Également introduit sera les partenariats européens institutionnalisés, qui sont Clean Hydrogen, qui sont Rail to Rail, Clean Aviation, Air Traffic Management. Et également les missions qui seront importantes et qu'on contribuera, qui seront sur Cities, Climate Adaptation et la mission sur Ocean. Au niveau des partenariats du cluster 5, c'est d'ailleurs un des clusters qui a le plus de partenariats. Nous avons, comme je l'ai déjà dit, des partenariats institutionnalisés, c'est-à-dire qui sont mis en place, qui ont été mentionnés sur le programme, dans le programme cadre et qui suivent une procédure d'accord et d'acceptation au Parlement et au Conseil. On a les partenariats dits cofinancés, c'est-à-dire que, un peu comme dans le passé des ERANET, c'est-à-dire que la Commission européenne va donner un certain pourcentage de financement et les États membres fournissent le complément de financement. On en a 2 qui vont être lancés dans le premier programme de travail, qui est Driving Urban Transition into a Sustainable Future. Et ce qui nous intéresse plus dans la destination 3, c'est Clean Energy Transition. Et nous avons également un ensemble de partenariats coprogrammés. Coprogrammés signifie que les topics vont apparaître dans notre programme de travail, mais qu'ils sont définis en fait avec un groupement industriel, mais les topics seront quand même ouverts à tout le monde. Donc, c'est le partenariat Build for People, qui est pour l'environnement au niveau des bâtiments, Towards Zero Emission and Transport, coprogrammé en batterie, pour tout ce qui est transport maritime, et également en fait tout ce qui est connexion et mobility. Donc, une chose un peu à essayer de garder en mémoire, c'est la façon dont notre programmation se fait. Donc, nous avons une base légale qui est le programme cadre, qui est pour 7 ans. Elle a défini en fait des piliers, des clusters et des domaines d'intervention.
Donc, le programme et la base légale a été approuvé le 12 mai de cette année. En parallèle, un plan stratégique a été adopté également avec les États membres, qui va couvrir les 4 premières années. En partant des priorités politiques européennes, on a ensemble des orientations stratégiques et des impacts qu'on attend avoir un effet sur le programme de travail. Donc ça a été adopté en mars de cette année. Et comme le lien se montre, sur les impacts, ça a créé en fait les destinations, les fameuses destinations que vous avez déjà entendues et que donc on couvre la destination 3. Donc le programme de travail, comme j'ai dit, couvre les 2 premières années. Elle définit en fait par les destinations, en fait, on va définir des appels. Et dans ces appels, on va définir des topics. Et chaque topic va définir en fait des résultats qu'on va attendre. En anglais, on appelle ça des expected outcomes. En fait, le programme de travail a été adopté hier et devrait être publié dans les jours qui viennent. Donc, les politiques européennes qui sont au cœur du cluster 5 sont évidemment le pacte vert pour l'Europe, une Europe adaptée à l'ère numérique, tout ce qui concerne une économie qui est adaptée et qui est au service des personnes. Donc, ça concerne le marché intérieur, l'emploi, croissance, investissement. Promotion de notre mode de vie européen. Donc, ça concerne tout ce qui est au niveau de l'Union européenne de la santé, les activités au niveau de la sécurité. Une Europe plus forte sur la scène internationale. Donc, c'est tous nos accords de partenariat internationaux. Ça concerne également nos politiques commerciales et les politiques européennes étrangères. Dans le cadre de l'Union, de la Direction générale recherche, c'est également, en fait, dans les partenariats internationaux, c'est les partenariats bilatéraux que nous avons avec des pays ou voire à un niveau régional. Et un nouveau élan pour la démocratie qui est plus le côté veille technologique et également la conférence sur l'avenir de l'Europe qui est en préparation. Donc, au niveau des initiatives et des législations au niveau européen, il y a eu l'action pour le climat. Donc, la loi européenne sur le climat qui prévoit une neutralité climatique en Europe pour 2050. Également, l'objectif que nous avons pour 2030, qui est de réduire de 55% les émissions d'effet de serre, de gaz à effet de serre d'ici 2030. Le paquet législatif, dans notre langage, on appelle Fit for 55, qui est en fait toutes les modifications de la législation, par exemple la directive renouvelable, pour adapter en fait à cet objectif de réduction de 55%. Et également le plan d'action zéro pollution. Donc au niveau énergie, nous avons la stratégie européenne sur l'intégration du système énergétique. Ça a été une communication qui a été publiée l'année dernière, au mois de juin. La stratégie européenne sur l'hydrogène, qui a été également publiée l'année dernière. Ce qu'on appelle la Renovation Wave, qui s'occupe de toutes les activités de rénovation dans les bâtiments vers des technologies plus propres, incluant des technologies au niveau renouvelable, énergétique, et la stratégie européenne sur l'énergie renouvelable en mer. Au niveau mobilité, c'est la stratégie pour une mobilité plus durable et intelligente, et également les activités, la communication qui a été publiée récemment au mois de mars, si je me souviens correctement, qui est vers un nouvel espace européen de la recherche. Donc, toutes ces politiques, au niveau du plan stratégique, ont créé 4 en fait, impacts attendus.
et 6 destinations. Je ne vais pas vous lire en fait tous les détails. Vous aurez les diapos et donc vous pouvez les lire aussi en plus de détails. Mais ça va concerner en fait par exemple ce premier qui est l'autonomie stratégique ouverte au niveau du développement technologique, des secteurs, des chaînes de valeur numériques. Faire de l'Europe la première économie circulaire au niveau climatique, durable, activité numérique également, au niveau de la biodiversité. La destination qui nous concerne le plus aujourd'hui, c'est cette destination qui va viser, en fait, l'objectif de la destination 3, c'est un approvisionnement énergétique qui soit plus efficace, propre, durable, sûr, compétitif, grâce à des solutions pour des réseaux intelligents et des systèmes énergétiques basés sur des solutions d'énergie renouvelable plus performantes. Donc ça, c'est l'objectif de la destination 5. Donc, de façon plus générale, au niveau du programme de travail du cluster 5, donc vous avez ici la traduction en fait des 6 destinations. Et la destination au niveau de la destination 3, approvisionnement énergétique, va concerner les énergies renouvelables, les systèmes énergétiques, réseau et stockage, la capture et stockage du CO2 et de son utilisation, et des activités transversales qui va couvrir en fait ces 3 aspects également. Évidemment, il y a un impact en fait dans les 3 destinations. Par exemple, dans destination 2, l'aspect cassure technologique ou rupture technologique, qui ont un ensemble de topics qui va viser pour des ruptures technologiques, a également des aspects en fait énergétiques. Donc, au niveau du budget pour ce premier programme de travail, on a en tout, en fait, sur ce premier travail, un budget total d'autour de 3 milliards d'euros qui sont répartis sur différents calls sur les 2 prochaines années. La destination 3 en tout a un budget d'1,2 milliard qui représente en fait à peu près 40% du budget du cluster 5 pour ce premier appel, pour ce premier programme de travail, ce qui n'est pas trop surprenant, comme si vous considérez que l'approvisionnement énergétique supporte en fait toutes les autres demandes et toute l'économie européenne. La chose à voir, c'est en fait la répartition au niveau des types de projets que vous voyez ici. C'est que on aura au niveau budgétaire tout ce qui est action d'innovation ou de démonstration, en fait, a une part du budget très importante. Mais la recherche reste, c'est-à-dire il y a peu de topics, mais beaucoup de budget. Et il y a beaucoup de topics de recherche également. Et cette année, on va lancer également beaucoup d'activités qui sont plus en niveau cofinancement. Donc, au niveau de la destination 3, rapidement, ça c'est un survol de tous les topics. Au niveau des énergies renouvelables, nous avons en fait pour 2021 une vingtaine de topics pour à peu près 300 millions d'euros. Au niveau des stockages énergétiques et réseaux, il y a une dizaine de topics pour à peu près 150 millions d'euros. Pour tout ce qui est capture, utilisation et stockage du carbone, il y a 2 topics principaux cette année, d'environ 32 millions d'euros. Et ce qui est important, en fait, on a 3... non, pardon, oui. Il y a que 3 topics en fait qui sont en fait qui va concerner en fait les services géologiques qui vont être présentés, qui vont être dans le premier appel. Un topic qui est plus de soutien en fait à tout ce qui est dans le cadre du 7 plan, tous les réseaux que nous avons mis en place. Tous nos technologies platforms, donc ça va fournir un soutien, et également un topic qui va concerner le partenariat cofinancé sur la transition énergétique propre.
Donc là, vous avez un survol en fait, de toute la structure des calls qu'on va avoir sur les 2 prochaines années par destination. Ici, vous avez l'identification des calls et là, la distribution en fait, des dates de soumission. Ce que je vais vous présenter rapidement, en fait, c'est justement les 2 calls qui vont être présentés aujourd'hui. Donc, vous avez un premier call avec une deadline qui va être en octobre de cette année. Vous trouverez dans le programme de travail, en fait, une chose à faire attention, qui sera également, en fait, c'est pour chaque topic, on va préciser quelles sont la part, en fait, si je prends le premier topic que vous avez là, vous voyez que 16 millions d'euros viennent, en fait, du plan de relance. Donc, à la première deadline d'octobre, vous avez plus de topics qui vont être concernés les réseaux et les stockages et, et notre action de cofinancement. Pour le deuxième appel, vous avez à ce moment-là un mixte en fait. Vous allez avoir 4 topics sur les énergies renouvelables, à peu près 7 topics sur les réseaux. Les 2 topics en fait sur CCUS et également 2 autres topics qui vont être les topics transversaux. Donc, les sites web, donc pour l'instant, vous pouvez trouver le draft du programme de travail, la version uniquement du 21 mai sur ce lien. Mais comme je vous l'ai dit, le programme de travail a été adopté et va être publié officiellement sur le Funding and Tender Portal que vous pourrez trouver facilement. À vous rappeler que notre journée d'information sur le cluster 5 sera la première semaine du mois de juillet. Et vous avez ici le lien où vous pouvez vous enregistrer. Et évidemment, notre portail où vous pouvez avoir accès à tous nos topics. Je vous remercie de votre attention et je peux répondre à quelques questions si que vous avez. Annabelle Rondeau, tu as levé la main? Oui, j'ai juste une remarque en fait. Bonjour Philippe, donc Annabelle Rondeau, RCP pour le cluster 5. Juste pour vous signaler en fait que sur le site de la commission, le programme de travail est déjà publié depuis hier. Ah, parce qu'en fait, il est en ligne. D'accord, merci de me le dire. Voilà. Parce que j'ai trouvé ce matin dans mon inbox en fait un message disant qu'ils avaient eu un problème. Non, on l'a trouvé hier en fait sur le site. Vraiment, tout est fait. Parfait. Voilà. Merci beaucoup. Enrico, je te laisse nous dire si tu as repéré des questions. Oui, pour l'instant, nous n'avons pas de questions sous le chat. Je ne sais pas si M. François-Xavier Tessavaillant avait une question, comme il avait demandé si c'était possible de le faire. On vous laisse le temps de l'écrire ou sinon on passera au suivant parce qu'on est déjà un tout petit peu pris par le temps, malheureusement, comme c'est toujours le cas. Donc juste nous signaler si vous aviez une question ou sinon on la prendra plus tard. Encore une fois, M. Philippe Schild sera présent jusqu'à la fin. Donc, Enrico, on a une question, je pense. Oui, on a une question pour M. Schild. Donc, vous avez parlé de partenariat coprogrammé, mais ouvert à tous. Comment candidater? Est-ce qu'il s'agit d'un appel à projet classique? C'est un appel à projet classique. En fait, la coprogrammation se fait dans le partenariat, mais les topics sont publiés de façon classique sur notre funding portal. Et donc, c'est pour ça que c'est vraiment ouvert. Ça suit ils sont en fait indiqués dans notre programme de travail. Merci. Je n'ai pas d'autres questions, Benjamin. Je pense qu'on va laisser le temps à M. François-Xavier Tessavaillant d'écrire sa question. On y reviendra plus tard. Ah, voilà. Je laisse. La voilà. Donc, l'appel sous les espaces de données est focalisé sur la part IT. La commission
privilégie-t-elle de multiples cas d'usage très divers? J'ai un peu de mal à comprendre le... C'est-à-dire si vous avez une solution, si cette solution serait à multi-usage. Je dirais que c'est possible. Il n'y a pas de limite en fait. Un topic va être publié par exemple dans le cadre, je dirais dans un cadre qui c'est peut-être plus énergétique, mais la solution peut être application dans d'autres domaines. Merci. Ok, très bien. D'autres questions? Donc, on laisse le temps aux personnes de poser leurs questions. On y reviendra plus tard. On va continuer, sinon on va être un peu juste au niveau de temps. Donc, c'est Vasile Youssouf qui va commencer à présenter les premiers appels de la destination 3. Donc, Vasile, tu as la parole. Bon. Bonjour à tous, je m'appelle Vasile Youssouf, comme mon collègue Benjamin vient de me présenter. Je suis membre PCN Climat Énergie. Et avant de commencer la présentation des premiers calls, j'aimerais parler, de vous informer ou de rappeler plutôt que vous pouvez manifester votre intérêt sur les appels à projets dans le chat. Donc, n'hésitez pas. Ça a eu un certain succès pour le premier webinaire sur les thématiques climat-énergie. Donc, continuez à le faire et puis peut-être vous permettra de joindre ou faire un appel à intérêt d'un candidat avec comment dirais-je, je n'arrive pas à trouver le mot, avec des aptitudes spécifiques pour les appels. Pardon. Donc, pour les premières thématiques qui visent de la destination 3, elles sont principalement focalisées sur les énergies renouvelables. Et bon, je vois que mon collègue Benjamin, il a mis la présentation avec les thématiques, toutes les thématiques principales. Donc, quelles sont je vais passer assez rapidement parce que M. Shield, il a déjà parlé. Donc, quels sont les principaux points? Donc, c'est de cette destination 3, de favoriser le leadership mondial et européen dans les technologies et services liés aux énergies renouvelables, garantir un approvisionnement énergétique rentable, ininterrompu et abordable dans un scénario de forte pénétration des énergies renouvelables variables, et également d'accélérer le développement du captage, de l'utilisation et du stockage de CO2 en tant qu'option de réduction des émissions de CO2 pour la production d'électricité et les applications industrielles. Voilà. Donc, la première partie, elle se concentre sur les principaux objectifs visés, c'est la disponibilité de technologies et des systèmes disruptifs en matière d'énergie renouvelable et de carburants renouvelables ou parfois biocarburants, en vue de remplacer les technologies énergétiques d'origine fossile. C'est la réduction du coût et l'amélioration de l'efficacité des ENR et des carburants renouvelables, ainsi que de leur chaîne de valeur. Diminuer la dégradation des risques liés aux ENR et carburants renouvelables pour une exploitation commerciale. Et meilleure intégration des ENR et des carburants renouvelables dans les secteurs consommateurs d'énergie, renforcement de la base scientifique européenne et du potentiel d'exportation européen des ENR grâce à la collaboration internationale, notamment avec l'Afrique, durabilité accrue des chaînes de valeur des ENR et des carburants renouvelables, en tenant pleinement compte des aspects socio-économiques et environnementaux. Le caractère social, l'aspect social est très important, et adoption plus efficace par le marché des technologies liées aux ENR et aux carburants renouvelables. Merci. Donc, les premiers appels à projets sont axés sur les thématiques des ENR. Je vais les présenter également lors de la présentation de chaque appel à projet. Vous pouvez voir le type d'action quel type d'appel à projet, que ce soit IA, CSA ou en RIA, IA Innovation Action, coordination et support, et puis recherche innovation. On voit le budget pour tous les projets et puis également le budget par chaque projet. Comme ça, on peut savoir le nombre de projets qui sera financé.
Et puis, il y a les échéances, les dates d'ouverture et de clôture. Merci, Benjamin. La présentation des appels à projets. Dans le premier appel à projet, on a gardé le même format auquel vous êtes habitués. Donc, en haut à droite, effectivement, comme je viens de le dire, il y a le type d'appel à projet, le budget par projet et puis les dates d'ouverture et clôture. Et si c'est le cas, un certain point à mettre en évidence, excusez-moi. Pour cet appel à projet, on vise à démontrer des dispositifs, faire la démonstration du dispositif d'énergie houlomotrice ou des vagues pour élargir notre expérience en conditions réelles. Parmi les résultats attendus, on peut énumérer les performances et la fiabilité démontrée des dispositifs d'énergie houlomotrice et qui doivent produire des résultats comparables et publics en utilisant un système métrique international, améliorer les connaissances sur les fonctionnements des dispositifs houlomoteurs, leur disponibilité et leur maintenabilité. Un partage des données du projet il est encouragé afin d'augmenter l'impact. La réduction du coût actualisé de l'énergie qui doit être en ligne avec les objectifs du 7 plan. Et cette estimation du coût, ce qu'on appelle le LCOI, elle doit être faite en début et en fin du projet et en utilisant une méthodologie du calcul reconnue. Une chaîne de valeur industrielle renforcée en Europe, attirer des investisseurs privés vers le secteur afin avec une réduction du coût de leur investissement. Et pour arriver à cette fin, on doit avoir des preuves, on doit présenter des preuves et des indicateurs clés avec des performances crédibles. Parmi les activités qui doivent être mises en œuvre pour arriver à obtenir ces résultats, on cite, donc on doit démontrer l'intérêt des dispositifs d'énergie houlomotrice dans des conditions réelles pendant de longues périodes, 12 à 24 mois, ce qui nous permettra d'acquérir des connaissances en termes de performance, fiabilité, disponibilité, maintenabilité, la capacité de survie ou la résilience, ainsi que l'impact environnemental. On doit utiliser des sous-systèmes clés vérifiés par des tests complets qui doivent être faits onshore et finaliser la première année et avant tout déploiement en mer pour réduire les risques. Le design industriel et procédé de fabrication fait également partie parmi ces activités, une circularité des matières premières critiques et puis méthode d'installation. Présenter un plan de suivi environnemental lors de l'action de démonstration et un point important, même si c'est à ne pas négliger, parce que en tout cas sera étudié par la commission, c'est une décision du go-no-go est mise en place. Cette décision du go-no-go sera mise en place avant la phase du déploiement et sera présentée par des experts indépendants. Et ces experts indépendants vont évaluer les livrables et ensuite vont conseiller une décision du go-no-go. Merci, Benjamin. Appel suivant. L'appel suivant porte sur la démonstration du dispositif. Pardon. Il y a un problème chez moi. Pardon, excusez-moi, il avait un problème chez moi. Cet appel à projet vise la durabilité et les aspects éducatifs pour les énergies et les technologies des ressources renouvelables. Et quand on parle de durabilité, on est entendu en termes environnementaux, socio-économiques. Et parmi les activités visées pour ce call, pour cet appel à projet, c'est d'améliorer et promouvoir la durabilité en abordant les aspects sociaux et environnementaux des technologies des énergies renouvelables et des carburants renouvelables au niveau mondial pour pouvoir répondre aux priorités du Green Deal. Deuxième point, c'est de soutenir le développement des efforts de formation et de reconversion. Donc, c'est l'aspect éducationnel et de reconversion dans ces secteurs, tout en identifiant les défis pour réaliser
déploiement des ambitions du Green Deal, du Pacte vert, et les autres stratégies sectorielles, en particulier sur les ENR offshore, et de soutenir et promouvoir les concepts et approches de circularité en ligne avec le plan sur l'économie circulaire et ainsi que celui sur les matériaux critiques. Parmi les activités à mettre en œuvre pour arriver à ces résultats, c'est de coordonner la communauté des parties prenantes et proposer des actions concrètes pour promouvoir et accélérer le développement des solutions durables, englobant des concepts tels que la circularité de la conception ou éco-conception, avec une attention particulière à l'évaluation du cycle de vie, de l'ensemble de la chaîne de la valeur, y compris les matières premières critiques et substitution progressive qui nous permettra de substitution progressive des combustibles fossiles. Mettre en place et initier un programme structuré pour promouvoir une approche multidisciplinaire, innovante, sur l'enseignement sur toutes les formes d'énergie renouvelable. La proposition devrait également, cet appel à projet devrait faire appel à des collaborations activement avec collaborer activement avec les universités européennes dans ce domaine. Une attention particulière doit également être accordée aux questions d'équilibre entre les genres. Un plan de suivi, également, un autre point important, c'est qui est précisé, un plan de suivi bien clair après le projet, à la fin du projet, qui peut durer 3 à 4 ans. Donc, c'est important de préciser un plan. Et une autre activité à mettre en œuvre, c'est de développer et exécuter un programme industrie-université axé sur le côté pratique. Ce programme devrait identifier les compétences requises pour la durabilité des technologies renouvelables, identifier et combler les lacunes dans les connaissances et identifier les opportunités de recyclage sur la base du programme de formation et du contenu du cours. Ces actions concertées devraient développer le capital humain dans les nouvelles technologies innovantes à travers l'éducation et la formation. Merci. Donc, le call suivant porte cette fois-ci que c'est une CSA comme le call précédent. Et donc, CSA, je rappelle, c'est un appel de coordination du support. Cette fois-ci, vise à améliorer ou à mettre en place des mesures d'adoption par le marché des ENR. Parmi les résultats attendus, c'est au moins 2 des résultats attendus qui doivent être adressés. Donc, faciliter l'adoption plus large des systèmes ENR dans les secteurs énergétiques, industriels et résidentiels, qui pourra permettre une augmentation de la part des énergies renouvelables dans la consommation finale d'énergie d'ici 2030 et bien au-delà. Contribuer à fournir une base aux décideurs politiques et aux parties prenantes pour développer une politique sur les ENR plus informée et pour analyser la dynamique du marché en incluant les énergies renouvelables. Contribuer au développement du marché et du cadre financier respectif qui peut fonctionner de manière efficace et compatible avec les subventions, tout en être capable de recevoir et d'accueillir des parts massives d'énergie renouvelable. Accroître, un autre point, c'est d'accroître l'acceptation sociétale des ENR avec des preuves, donc mettre en évidence des preuves scientifiques et des outils s'attaquant au phénomène parfois de perception erronée des citoyens sur les ENR. Parmi les activités qui peuvent être mises en place pour répondre pour obtenir ces résultats, donc développer des solutions abordant au moins des résultats attendus, soit pour l'ensemble du marché des ENR, soit en se concentrant sur une activité spécifique telle que l'électricité, le chauffage, le refroidissement ou les carburants renouvelables. Aborder des problèmes au sein d'une région géographique spécifique, à l'acceptation, donc des problèmes qui peuvent être liés à l'acceptation des ENR, en raison, par exemple, des particularités du paysage, du patrimoine culturel. Des problèmes liés aux problèmes d'autoconsommation peuvent être également abordés, ou des aspects internationaux, par exemple une collaboration avec des pays tiers pour la promotion de solutions sur de nouveaux marchés peuvent également être abordés. On peut également mettre en place une activité pour élever un défi local, mais ce qui est important, c'est que ce défi local cette solution qui est proposée doit être réappliquée pour d'autres cas, donc avoir un potentiel d'extrapolation.
solution proposée doit avoir une viabilité à long terme et ne pas se limiter à un cas ad hoc. Voilà. Et notre activité, enfin, les consortiums doivent impliquer les parties prenantes concernées, par exemple les entreprises, les autorités publiques, les organisations de la société civile. Et un autre point important, donc ça c'est un point important à prendre en compte également, c'est il est attendu d'avoir une contribution pour le succès du projet, des expertises en sciences sociales et humaines. Le quatrième appel sur cette thématique des énergies renouvelables qui vise d'améliorer de mettre en place de nouvelles technologies photovoltaïques, donc d'améliorer la recherche et l'innovation sur les technologies photovoltaïques. Cette fois-ci, à la place d'avoir le modèle simple, donc utiliser un modèle en tandem avec un haut rendement et ciblant une production à faible coût avec en utilisant des éléments abondants, des matériaux qui sont en abondance. C'est un appel à projet du type recherche et innovation. Parmi les résultats attendus, donc c'est de démontrer les technologies en couple pour des gains d'efficacité qui doivent aller au-delà de la limite classique qu'on appelle choc liquide-serre, à jonction unique, qui existe aujourd'hui, qui a atteint ses limites, comme vous le savez, vous, les experts, vous le connaissez mieux. Donc, augmenter le potentiel des technologies en tandem avec des matériaux abondants pour une production de masse à faible coût et minimiser l'impact du photovoltaïque sur le paysage et l'environnement en augmentant le rendement énergétique sur mètre carré. Et ainsi que, enfin, un dernier résultat attendu, c'est de contribuer à la mise en place d'une solide base d'innovation européenne et d'une chaîne de valeur photovoltaïque compétitive, continue et cohérente. Parmi les activités qui peuvent être développées ou qui peuvent être mises en œuvre pour arriver à ces résultats, c'est de développer effectivement, comme le résultat il indique, des cellules et des modules en tandem avec des rendements supérieurs à 30%, donc la limite elle est à 29%, avec la même durée de vie et le même taux de dégradation que les panneaux cristallins standards et effectivement un coût légèrement, même si c'est un coût légèrement plus élevé, mais c'est économiquement viable pour la commercialisation de cette technologie. De développer de nouveaux concepts basés sur des matériaux abondants qui optimisent l'architecture des cellules et modules photovoltaïques, augmentent la durabilité, réduisent les pertes et, bien sûr, ciblent des rendements plus élevés en tenant compte des applications spécifiques. Utiliser des techniques du traitement simple, évolutive et qui coûte peu coûteuse, qui ne coûte pas beaucoup. Fournir une preuve du concept pour le développement d'équipements afin de prendre en charge le dépôt de nouvelles couches. Je rappelle que le TRL final attendu, c'est 5, même si c'est un RIA, donc on part en général en TRL plus bas, initial 2 à 3. À la fin du projet, on attend un TRL de 5. Parmi les autres activités à mettre en place, c'est d'assurer le respect des normes pertinentes à l'échelle du laboratoire, en tenant également compte des applications spécifiques qui sont visées, effectuer la caractérisation en conditions de fonctionnement réel pour l'évaluation de la fiabilité et du rendement énergétique, effectuer une analyse du cycle de vie pour apporter la preuve d'un impact environnemental plus faible, d'une meilleure efficacité des ressources que les technologies photovoltaïques commerciales actuelles, et d'un potentiel de circularité. Le suivant. Donc maintenant, excusez-moi, je vais juste boire un peu d'eau. Pardon. Maintenant, on passe aux thématiques qui visent le système les réseaux et le stockage d'énergie. Les principaux objectifs visés, c'est la flexibilité et la résilience accrue du système énergétique basé sur des technologies améliorées et ou nouvelles, permettant notamment de planifier et d'exploiter simultanément différents réseaux pour différents vecteurs énergétiques de manière coordonnée. Améliorer la satisfaction des consommateurs et la flexibilité accrue du système en permettant aux consommateurs de bénéficier du service basé sur les données et de faciliter leur engagement dans la transition énergétique. Améliorer les technologies de stockage de l'énergie
en particulier le stockage de la chaleur, mais aussi d'autres formes de stockage comme l'électrochimie, la chimie, la mécanique et l'électricité. Favoriser le marché européen des nouveaux services énergétiques et des nouveaux modèles commerciaux, ainsi que les interfaces normalisées et ouvertes testées des dispositifs énergétiques, et permettre des solutions plus efficaces et efficientes pour le transport de l'énergie offshore grâce aux nouvelles technologies de transmission d'électricité, par exemple, technologies de supraconductrices, électroniques de puissance, solutions du réseau hybride, etc. Donc, le tableau avec toutes les appels à projets, pareil, c'est le même type, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. On a les types d'actions, le TRL, le budget pour chaque projet, et puis bon, la date d'ouverture. Vous voyez, la date d'ouverture, c'est toujours, pour tous les appels, c'est le 24 juin, et la date de fermeture, c'est le 5, soit le 19 octobre, pardon, et puis soit le 5 donc le 19 octobre pour les 3 premiers, et ensuite le 5 janvier pour le reste pour les appels suivants. Maintenant, on commence par les premiers, pour le premier appel à projet, donc qui vise à mettre en place les bases, les fondations pour un espace européen commun sur les données d'énergie. C'est un appel à projet du type Innovation Action. Les résultats attendus, c'est tous les résultats doivent être obtenus. Donc, le degré plus élevé d'interopérabilité entre les plateformes de données, des données énergétiques mises à disposition et qui soient réutilisables, permettre de nouveaux rôles sur le marché, des participants au marché, des communautés énergétiques, la mise en œuvre qui démontrer d'espaces de données énergétiques en exploitant des normes ouvertes liées au paquet de données, aux interfaces, aux protocoles, aux plateformes et aux procédures. Parfois, si peut-être j'utilise pas des termes qui sont pas, je suis pas toujours familiarisé avec ces termes, donc excusez-moi pour. Je comprends la plupart, mais peut-être pas tous. Donc, de permettre également de nouvelles solutions et services numériques au service de la transition énergétique, acceptation et participation accrue des consommateurs au partage de données pour les services énergétiques. Et afin d'obtenir ces résultats, on a des activités à mettre en place, à mettre en œuvre. Donc, le but, c'est de développer, de valider, démontrer un espace de données sur l'énergie européen qui permet l'accès et l'utilisation des données et la comparaison avec les différentes solutions. Et les activités, donc, c'est des interfaces pour l'échange d'informations, standards, ouverts et interopérables, de piloter des solutions innovantes pour un espace européen commun sur l'énergie, promouvoir une plus grande disponibilité et un partage intersectoriel des données d'une manière centrée sur le client, sécurisée et digne de confiance, soutenir la création d'un espace européen commun, fournissant les outils et les normes pour se connecter et rendre accessible autant de données que possible, couvrant l'ensemble de la chaîne de la valeur énergétique, et soutenir la capacité d'accueillir des jumeaux numériques à différents niveaux du réseau et faciliter les opérations en temps réel. Il est important également de souligner que ce sujet bénéficiera également de la contribution efficace des disciplines sciences humaines et sociales. Et comme vous pouvez le voir, il y en a beaucoup de ces projets, des appels à projets qui doivent, ou quand c'est le cas, on doit préciser qu'on va bénéficier de l'expertise des SSH grâce à la coopération avec le projet Bridge. Appel suivant. Vasile, je me permets de t'interrompre juste 2 secondes. Si on ne veut pas trop déborder, il faudrait essayer d'aller un tout petit peu plus vite, si c'est possible. D'accord, très bien. Pardon. L'appel suivant, c'est de poser les bases pour la démonstration des pilotes en temps réel, multifournisseurs et multiterminaux haute tension avec capacité on appelle grid forming. Les résultats attendus tous les résultats sont des, on peut citer des bases solides pour assurer les investissements dans les technologies sur le courant continu pour le réseau électrique européen nécessaire à la transition énergétique. Un accord entre les parties prenantes,
toutes les parties prenantes, fabricants du système courant continu, haute tension, système de transport, régulateurs, organismes de normalisation, etc., fabricants d'éoliennes, développeurs de parcs éoliens, et la planification de la démonstration des démonstrateurs en temps réel, HVDC, multifournisseurs et multiterminaux, qui conduira à la mise en place, à la première installation réelle à grande échelle en Europe. Une nouvelle façon de cadrer, on peut viser également, obtenir une nouvelle façon de cadrer l'architecture et la topologie du système énergétique européen, on offshore, et fournir de nouvelles voies vers l'énergie et le développement offshore. Parmi les activités à mettre en œuvre pour obtenir ces résultats, c'est le support de tous les multiples. Donc, le but, c'est le support de toutes les multiples tâches préparatoires et qui conduiront à un accord global entre les parties prenantes et définiront la planification détaillée du démonstrateur industriel à grande échelle. La coordination et organisation de plateformes impliquant toutes les parties prenantes, la compatibilité des outils de modélisation qui visent l'interopérabilité, le partage du modèle entre les opérateurs du système de transmission et un cadre juridique, les rôles et responsabilités sur les questions d'interopérabilité. L'appel suivant qui vise mettre en place une communauté d'interopérabilité, c'est un appel CSA. Parmi les résultats attendus, on peut citer assurer la continuité de l'interopérabilité continue des activités liées aux services énergétiques, assurer une coordination et soutien horizontaux, une adoption durable des services énergétiques liés à l'interopérabilité, aux espaces de données et aux jumeaux numériques, soutenir et diffuser un cadre commun pour tester l'interopérabilité entre les projets en cours, harmoniser les procédures de test d'interopérabilité et interopérabilité accrue des services énergétiques, des données et des plateformes, tant au niveau fonctionnel que commercial. Parmi les activités attendues, donc le projet doit faciliter la coordination et l'alignement des projets, soutenir l'interaction entre les différentes initiatives connexes qui se déroulent au niveau européen et national. Le projet doit soutenir une communauté de pratique qui comprend une expertise en interopérabilité pertinente à la transition énergétique et qui suit et maintient une expertise sur les changements et différents changements des exigences demandées, les cas d'utilisation émergents et les conditions réglementaires, le développement des IT et des ITC, l'éthique, évolution des normes pertinentes et de toutes les activités ayant un impact sur l'interopérabilité, la virtualisation et les jumeaux numériques, les espaces de données. Il vise également sur les efforts des industriels et des groupes du travail vers l'interopérabilité, y compris les modèles de base, créer un référentiel de meilleures pratiques et des cas d'utilisation, développer un modèle pour le niveau de maturité d'interopérabilité, et enfin, créer un réseau de parties intéressées et à terme, mettre en place un écosystème européen distribué du centre pour les tests d'interopérabilité des solutions énergétiques basées sur les données. On peut passer au call suivant. Donc, le call suivant porte sur l'intégration des secteurs de l'énergie pour intégrer et combiner des systèmes énergétiques, les différents systèmes énergétiques, pour arriver à une optimisation des coûts et flexibilité. C'est un appel à projet du type IA avec un TRL final attendu du 6 à 8. Les résultats à obtenir, la plupart d'entre ces résultats visent les avantages qui doivent être démontrés de l'intégration qui peuvent être obtenus avec l'intégration du secteur dans différentes conditions géographiques, climatiques et économiques, une meilleure planification de l'intégration de l'électricité, de la chaleur, du gaz, de l'industrie avec un ou des sites de production d'énergie renouvelable, fonctionnement optimisé des réseaux couplés, des outils et plateformes validés permettant un couplage sectoriel efficace testé dans de grands projets de démonstration, et enfin, une méthodologie consolidée pour évaluer les impacts sur les OPEX et les CAPEX et la création de valeur liée à l'intégration de la flexibilité du stockage et d'autres solutions de flexibilité énergétique. Les activités à mettre en place, donc les projets doivent démontrer les avantages de l'intégration de différents éléments. Cela comprend en particulier les réseaux d'électricité et de gaz, le chauffage et le refroidissement urbain et des systèmes de stockage d'énergie à long terme, par exemple l'hydrogène, le Power-to-X, le stockage thermique, l'hydrostockage.
Il peut également inclure des systèmes de mobilité, par exemple une infrastructure de mobilité électrique et des clusters ou des sites industriels ou industriels à forte intensité énergétique. Les projets doivent démontrer l'intégration au niveau local également, c'est-à-dire les réseaux de distribution, et au niveau national, c'est-à-dire les réseaux de transport, et les interactions entre ces réseaux. Donc, on doit développer, il est nécessaire de développer 2 ou 3 pilotes dans différents États membres ou pays associés qui démontrent des solutions mettre en place des solutions d'intégration des systèmes énergétiques basées sur la gestion intégrée de divers réseaux et infrastructures. Les pilotes pourraient inclure, par exemple, les réseaux d'électricité et du gaz, mise en œuvre de solutions pour le chauffage et le refroidissement urbain en tant qu'intégration sectorielle pour le stockage d'énergie et un fonctionnement flexible sur différents vecteurs énergétiques. Les infrastructures de mobilité électrique, les solutions pour l'industrie et les clusters industriels pour une production, une consommation et un stockage d'énergie intégré flexible, systèmes et outils autonomes, flexibles pour les quartiers d'habitation, et ainsi de suite. Une autre activité à mettre en place, c'est démonstrations qui peuvent être construites faire des démonstrations sur la base d'une combinaison et d'une intégration de divers réseaux optimisés localement dans la gestion globale du système. Un point important, ces projets doivent et peuvent collaborer avec Clean Hydrogen Joint Undertaking sur les aspects nécessitant l'intégration de l'hydrogène. Par contre, les activités qui sont liées à l'électrolyse, elles ne sont pas couvertes par cet appel à projet. Le call suivant qui vise d'accroître la flexibilité du système énergétique basé sur des services d'intégration sectorielle aux consommateurs, ceux qui profitent à la gestion du système de distribution et du transport. Les résultats attendus, donc cet appel à projet c'est un IA avec un TRL final de 7-8 à la fin du projet. Les résultats attendus, la plupart d'entre ces résultats qui doivent être obtenus, donc ces nouveaux modèles commerciaux ou business, ce qu'on appelle business model, pour les acteurs basés sur les services énergétiques et les flux de revenus pour les consommateurs. On peut également viser de permettre aux acteurs du marché de fournir des services de flexibilité aux opérateurs du réseau et au marché en gros, sur la base du marché concurrentiel, facilement accessible et à faible coût de transaction. Application accrue des technologies numériques pour aider les consommateurs et les acteurs du marché à commercialiser leur flexibilité. Un engagement et acceptation plus fort des consommateurs. Une disponibilité augmentée des sources de flexibilité pour les réseaux de distribution et du transport, et de permettre de développer des marchés de flexibilité et d'interagir avec de nombreuses ressources distribuées en même temps. De faciliter la mise à l'échelle des plateformes et des marchés pour étendre son utilisation en permettant aux fournisseurs, agrégateurs ou consommateurs d'offrir directement des services du réseau basés sur de nouveaux actifs, dispositifs à petite et grande échelle. Une meilleure compréhension des modèles de marché et des mesures réglementaires pouvant promouvoir de nouveaux modèles commerciaux. Et enfin, contribution à des décisions d'investissement mieux informées par les opérateurs du réseau et des modèles de fixation des tarifs. Parmi les activités à mettre en œuvre, donc les projets testeront et développeront d'autres solutions déjà démontrées pour les services énergétiques, accès sur les données pour les consommateurs, en coopération avec divers acteurs du système énergétique, tels que les consommateurs, les agrégateurs, les réseaux de distribution, du transport, les propriétaires d'actifs, pouvant offrir une flexibilité comme les batteries, les chauffages, système de refroidissement, opérateurs de points de recharge, système du gaz. Des points à prendre en compte, c'est les projets seront donc invités à coopérer entre eux afin de fournir conjointement des analyses et des études détaillées portant sur d'éventuelles mesures réglementaires liées à la mise en œuvre du paquet énergie propre pour tous les Européens. Je crois que c'est bon. Merci. Je crois que j'ai fini de mon côté, si je ne me trompe pas. Désolé pour ce petit retard. Merci Vasile. Donc, je prends la suite avec un prochain appel
qui porte sur la fiabilité et la résilience du réseau, et notamment en ce qui concerne les vulnérabilités, défaillances, risques et à la confidentialité. Donc, c'est une action en innovation avec un TRL en fin de projet à 5-6 et environ 2 projets seront financés à hauteur de 7 ou 8 millions d'euros. Donc, cet appel vise à démontrer en fait une fiabilité, une résilience accrue des systèmes énergétiques. Et ce, avec l'idée de pouvoir soit empêcher, soit assurer une récupération rapide après des perturbations, quelles qu'elles soient, panne, cyberattaque, actes terroristes, etc. Donc, pour cela, en fait, les propositions doivent obligatoirement inclure les 4 activités suivantes. Donc, la démonstration de mesures visant à minimiser les risques et les vulnérabilités des réseaux de transport et de distribution contre les risques naturels et anthropiques. Deuxièmement, l'application de technologies de l'information avancées dans le développement, l'exploitation et la gestion des actifs du système. Troisièmement, l'application de technologies numériques pour assurer la qualité des données opérationnelles et améliorer l'accès aux données pour les opérateurs de maintenance. Enfin, les propositions devront permettre le développement d'une base de connaissances partagée concernant les menaces et les vulnérabilités des composants et des systèmes. Donc, en plus de ces 4 activités qui sont donc obligatoires, les propositions devront en inclure au moins 2 parmi la liste suivante, que sont le développement de technologies, notamment pour l'identification et l'authentification des dispositifs d'Internet des objets énergétiques, et pour l'authentification de l'origine dans la gestion des pièces de rechange. Le développement aussi et le test, la démonstration de systèmes avancés de détection et de prévention des intrusions pour les infrastructures énergétiques. Les stratégies dédiées à l'amélioration de la sécurité et de la résilience au niveau des réseaux de transport et de distribution. Et enfin, dernière possibilité, c'est le développement de méthodologies pour l'automatisation de la maintenance du réseau, des interfaces homme-machine et de l'automatisation des processus de validation des données. Comme tous les appels de ce call, en fait, il est indiqué que, si pertinent, les projets devront contribuer aux activités de l'initiative Bridge. On passe à l'appel suivant qui porte, lui, sur la fiabilité et la résilience du système électrique en ce qui concerne cette fois-ci les systèmes et solutions basées sur le courant continu à haute tension. C'est donc un appel en recherche et innovation avec un TRL en fin de projet à 5-6 et encore une fois 2 projets financés à hauteur de 7 ou 8 millions. Donc, à travers cet appel, ce qu'on vise, en fait, c'est à favoriser le développement de grandes infrastructures de réseau de transmission de courant continu à haute tension. Et les propositions devront appuyer 3 points. En premier, la contribution des technologies donc HVDC, de courant continu à haute tension, à la neutralité climatique pour la production d'électricité. Les propositions devront permettre l'ouverture de nouveaux horizons commerciaux aux entreprises européennes sur les marchés mondiaux des énergies propres. Et enfin, elles devront assurer donc une fiabilité, une résilience accrue du système électrique dans l'ensemble du système d'interconnexion. Pour cela, les projets devront aborder au moins 2 des sujets qui sont listés dans la liste que vous pouvez voir. Je ne vais pas tous les citer, mais pour n'en citer que quelques-uns, on peut notamment viser l'établissement de concepts d'architecture optimale de réseaux utilisant donc les technologies HVDC et démontrer les avantages connexes. Les propositions devront ainsi étudier et identifier les obstacles technologiques, contractuels et réglementaires au déploiement et présenter des solutions pour les éliminer. Les propositions, par ailleurs, pourront également établir les avantages technico-économiques des solutions d'interconnexion HVDC qui possèdent la fonctionnalité de pare-feu. Les propositions pourront aussi évaluer l'impact sur la fiabilité du système d'un nombre croissant de liaisons HVDC incorporées dans le système de transmission. Et enfin, on peut également citer le développement et la validation de nouveaux matériaux diélectriques pour l'isolation des câbles et accessoires HVDC afin d'obtenir des capacités de transfert qui soient plus élevées. De nouveau, si pertinent, les propositions devront participer aux activités Bridge. L'appel suivant porte, lui, sur la démonstration de systèmes supraconducteurs et DELPIPES. Il s'agit là d'une action en innovation avec un TRL en fin de projet assez élevé, donc à 8, et un seul projet sera financé à hauteur de 15 millions d'euros.
Donc, ce projet, il devra en fait développer de nouvelles technologies de lignes de transmission supraconductrices pour améliorer et étendre le réseau électrique. Et devra permettre l'utilisation de différentes technologies supraconductrices avec différents milieux de refroidissement, puissance et longueur. Et devra en outre permettre une augmentation de la capacité de transfert d'énergie dans les emprises existantes. Et enfin, le projet devra tester et valider la transmission d'énergie en vrac, ce qui est aujourd'hui impossible à réaliser avec les technologies de câbles actuelles. Donc pour cela, le projet devra démontrer la fiabilité de la technologie et son applicabilité dans le réseau électrique, notamment au travers en fait, de la démonstration d'un système supraconducteur jusqu'à 100 kV, jusqu'à 1 gigawatt de puissance et jusqu'à 5 km en terre ou 100 km en mer. Le projet devra également faire la démonstration de lignes de transmission supraconductrices basées sur le diborure de magnésium et refroidies par de l'hydrogène liquide, et devra se pencher sur les questions de conception, de simulation des défauts et de calcul des pertes au niveau des lignes de transmission supraconductrices. En outre, il devra faire la démonstration des avantages technico-économiques des lignes de transmission supraconductrices par rapport au système traditionnel. Et enfin, le projet devra étudier la faisabilité et l'applicabilité des L-Pipes dans une analyse technico-économique. De nouveau, il devra participer aux activités bridge si pertinent. L'appel à projet suivant vise à fournir la démonstration d'une électronique de puissance avancée pour une application dans le secteur de l'énergie. C'est une action en innovation et 2 projets seront financés à hauteur de 5 millions d'euros. À travers cet appel à projet, ce qu'on vise, c'est en fait à produire, tester et valider les semi-conducteurs de commutation à base de WG, le Wide Band Gap, tels que le carbure de silicium pour les applications de stations de conversion. En outre, on vise la réduction de la taille des composants et des équipements pour les applications offshore-onshore. Et en troisième lieu, on vise la réduction du coût des semi-conducteurs à base de Wide Band Gap, tels que le carbure de silicium. Pour cela, les projets donc, devront mettre en place une série d'actions parmi la liste suivante qui est non exhaustive, et je vais en citer quelques-unes, notamment produire des semi-conducteurs à base de carbure de silicium pour les applications de convertisseurs de courant continu de haute à moyenne tension, simuler et analyser l'impact des composants passifs actuels utilisés dans les circuits des composants Wide Band Gap pour les améliorer afin de mieux les adapter aux conditions de travail. Il faudrait également, par exemple, analyser l'impact des transitoires rapides de l'électronique de puissance sur d'autres composants électriques. Et enfin, on peut citer le fait d'évaluer les avantages offerts par les semi-conducteurs de commutation à base de Wide Band Gap par rapport à ceux à base de silicium pour les convertisseurs. Dans cet appel, il est indiqué que si c'est pertinent, le consortium pourra impliquer la Commission européenne et également l'entreprise commune sur les composants et les systèmes électroniques. De nouveau, il pourra participer aux activités de l'initiative Bridge si c'est pertinent. On passe au dernier appel de ce call, de cette sous-destination plutôt, qui vise en fait à renforcer le savoir-faire des écosystèmes énergétiques locaux en matière de numérisation. C'est une CSA financée à hauteur de 4 millions d'euros. À travers cette CSA, on vise en fait à augmenter l'autonomie des écosystèmes locaux pour participer à la décentralisation des systèmes énergétiques et à la transition énergétique. On vise également à augmenter le nombre de participants au marché de flexibilité et à combler le manque de connaissances sur la numérisation des services énergétiques et à contribuer à l'amélioration des compétences des individus et des organisations. Enfin, on vise à faciliter la création de réseaux d'acteurs pour les marchés publics des services numériques liés à l'énergie. Pour cela, le projet devra en fait créer un programme de formation de haut niveau centré sur la numérisation de l'énergie. Ce programme de formation devra en outre contribuer au renforcement des communautés énergétiques et apporter un soutien aux citoyens en vue de créer une communauté énergétique. Ces formations devront avoir lieu dans tous les États membres et pays associés. Et enfin, le projet devra étudier la possibilité de créer un réseau de parties prenantes intéressées à joindre leurs forces pour les marchés publics des services numériques.
Donc, de nouveau, une participation aux activités de l'initiative Bridge, mais également une collaboration prévue avec d'autres initiatives pertinentes du Digital Innovation Hubs ou d'autres projets qui pourraient déjà avoir été financés. Il est également spécifié qu'il est attendu une forte contribution des sciences économiques et sociales. Donc, nous passons à la sous-partie suivante, la troisième, qui vise en fait les technologies de capture, utilisation et stockage du carbone. Donc, à travers cette sous-partie, on vise quoi? On vise l'accélération du déploiement de l'infrastructure pour les technologies de CCUS. On vise une mise à jour des connaissances sur la mise en relation des sources industrielles de CO2 avec les sites de stockage potentiels. On vise à s'assurer de la faisabilité de l'intégration du CCUS dans les installations industrielles, à permettre la réduction du coût de la chaîne de valeur du CCUS. Et enfin, on vise à permettre la mise en place de cadres adéquats afin de documenter la sécurité du stockage et permettre en fait une meilleure acceptation de cette technologie par le public. Donc, 2 appels pour cette sous-partie d'ici 2022. Également 3 appels pour les aspects transversaux que j'aborderai tout de suite après. Donc, le premier appel de cette sous-destination vise à mieux intégrer les technologies de CCUS dans les hubs et clusters, y compris au travers d'activités de partage des connaissances. C'est une CSA financée à hauteur de 2 millions d'euros et donc un seul projet financé. Donc, en fait, via une meilleure intégration du CCUS dans les pôles et clusters, on vise en fait à démontrer les exigences nécessaires à l'intégration du CCUS dans les industries à forte intensité de carbone et à promouvoir les activités de partage des connaissances, notamment afin de mieux identifier les besoins d'infrastructure, d'identifier de nouveaux projets d'intérêt commun, d'accélérer le déploiement d'une infrastructure CCUS, et tout cela en fait en vue de réaliser des économies d'échelle et d'en améliorer la rentabilité. Dans ce contexte, le projet devra chercher à inclure l'élaboration de plans détaillés pour l'intégration du CCUS dans les hubs et clusters reliés à des sites de stockage de CO2. Le projet devra permettre de comprendre la nature et la longévité des sources d'émissions, d'identifier les corridors et les modalités de transport et devra réaliser des évaluations d'impact. Le projet devra également évaluer les capacités de stockage qui soient rentables dans des régions sélectionnées, que ce soit en terre ou en mer. Il devra permettre une coopération étroite tout au long de la chaîne de valeur du CCUS. Et enfin, il devra poursuivre les activités du réseau européen des projets CCUS existants. Le deuxième appel de cette sous-destination vise, quant à lui, en fait, à réduire le coût du captage du CO2 à travers soit de nouvelles technologies, soit une amélioration des technologies existantes. C'est une action en recherche et innovation avec un budget assez élevé puisque c'est 30 millions d'euros pour un TRL en fin de projet assez élevé également à 6. 2 ou 3 projets seront financés à hauteur de 10 ou 15 millions d'euros. Donc, le but de cet appel à projet est de permettre l'adoption des technologies CCUS dans le secteur de l'électricité et des industries à forte consommation d'énergie en réduisant le coût du captage du carbone et en réduisant l'intensité énergétique du processus. Pour cela, les propositions devront faire d'une part la démonstration pilote de technologies avancées de captage de CO2 qui présentent un fort potentiel en termes d'augmentation des taux de captage et d'efficacité, et tout cela en fait en réduisant la pénalité énergétique et en améliorant le rapport coût-efficacité de l'ensemble du processus de captage. Pour cela, les projets devront tester les conditions d'exploitation et la flexibilité opérationnelle de leur technologie et devront également apporter la preuve de la fiabilité et de la rentabilité de ces concepts, tout en évaluant le coût, les exigences techniques et les incidences sur le fonctionnement et la sécurité des installations. Et enfin, à ne pas négliger, l'impact sur l'environnement de ces technologies devra être pleinement pris en compte par les propositions. D'autre part, le texte de l'appel souligne en fait que pour préparer l'acceptabilité des technologies proposées, les utilisateurs finaux et les parties prenantes devront être pleinement associés aux propositions.
Donc, nous passons maintenant aux appels à propositions transversales. Le premier, il s'agit en fait de préparer le partenariat portant sur la transition énergétique propre. C'est donc un appel co-fund qui sera financé à hauteur de 70 millions d'euros. Donc, comme M. Philippe Schild le présentait brièvement tout à l'heure, il s'agit là d'un partenariat cofinancé qui est en fait un ancien partenariat Eranet. Dans ce système, les agences nationales apportent leur contribution financière et la Commission européenne complète, en général à hauteur de 30% du budget qui a été mis sur la table par les agences nationales. Au niveau des thématiques, ce partenariat, en fait, il vise à couvrir tous les ERANET lancés sous H2020, donc toutes les ENR, les réseaux, etc. On en est encore à un stade de discussion au niveau des agences européennes au sein de groupes de travail pour mettre en place ce nouveau partenariat. Et on attend à ce que les premiers appels soient lancés en fait en 2022 et ça sera fait par l'ANR et l'ADEME en France. Donc, à travers ce partenariat cofinancé, ce qu'on cherche en fait, c'est à donner une direction à la recherche et l'innovation en matière de transition vers les énergies propres en Europe. Et on vise donc au développement d'une vision qui soit pan-européenne, adaptée aux besoins régionaux et à la disponibilité des ressources en énergie renouvelable. Et tout ceci, en fait, directement en lien avec le 7 plan, qui est le plan stratégique sur les technologies énergétiques. On vise également la formulation de politiques énergétiques et climatiques fondées sur des données probantes, ainsi qu'une transition systémique plus large qui inclut en fait tous les secteurs de la société. Enfin, on vise également un engagement accru des consommateurs et des prosommateurs, et notamment leur intégration dans le système énergétique. Pour cela, le partenariat pour la transition énergétique propre doit favoriser la transition énergétique et contribuer, du point de vue de la recherche et l'innovation, à l'objectif de l'Union européenne, qui est en fait de devenir le premier continent climatiquement neutre d'ici 2050. Pour cela, le partenariat devra porter sur les domaines qui sont listés, tels que le développement de technologies de production et de conversion d'énergie propre, le développement d'un système énergétique neutre sur le plan climatique, qui soit flexible et robuste, le stockage et son intégration dans le système énergétique, etc. Le partenariat devra également collaborer étroitement avec un certain nombre de partenariats européens existants, que je ne vais pas vous citer, mais vous avez la liste dans les slides auxquels vous aurez accès. Nous passons maintenant à un deuxième appel, une deuxième CSA qui vise en fait à soutenir les activités des services géologiques européens. C'est une CSA financée à hauteur de 20 millions d'euros qui fait suite à GeoERA qui était également un ERANET mais qui n'est pas inclus dans le CETP parce que cet ERANET était un peu à part thématiquement. Donc en fait, on cherche tout simplement à poursuivre le financement de cet ERANET. Et donc, on vise à une amélioration de la prise de décision fondée sur une gestion durable du sous-sol européen, à permettre de dresser un inventaire complet des données concernant les matières premières primaires en Europe et un inventaire complet d'informations sur les ressources énergétiques géothermiques et les capacités de stockage souterrain. On vise également à permettre d'améliorer l'évaluation, la protection et l'utilisation durable des ressources en eau souterraine de l'Europe. Et enfin, on vise à développer un réseau solide d'organisations nationales afin de fournir des services géologiques au niveau pan-européen. Pour cela, les propositions devront aborder un certain nombre d'activités. Pour en citer seulement quelques-unes, la réévaluation des ressources européennes en matière première primaire et en déchets miniers, la création d'un centre d'excellence de l'Union européenne sur la gestion durable des ressources, l'élaboration d'un programme de recherche, la coordination des programmes de recherche et d'innovation des services géologiques européens, et enfin, par exemple, la mise en place d'un service géologique européen qui soit capable de soutenir le réseau et le système d'information géologique après la fin du programme. Donc, sans plus tarder, je passe au dernier appel qui vise à soutenir les activités des ETIP, que sont les plateformes européennes de technologie et d'innovation, et à soutenir les domaines technologiques du 7 plan. Donc, une CSA financée à hauteur de pratiquement 10 millions d'euros et chaque projet sera financé à hauteur de 1 million d'euros. Donc, le 7 plan, le plan stratégique européen sur les technologies énergétiques, promeut la coopération entre les pays, les entreprises et les institutions de recherche de l'Union européenne, et ce faisant à atteindre les objectifs clés de l'Union de l'énergie.
Dans ce contexte, le résultat attendu des projets est de soutenir l'engagement des parties prenantes au sein du 7 plan, notamment en permettant une consolidation des réseaux dans les différents domaines technologiques, en permettant une coopération renforcée entre les différentes parties prenantes, en soutenant la mise en œuvre du 7 plan et en permettant une plus grande interconnexion des différentes activités. Pour cela, donc, les propositions devront soutenir les équipes et ou ce qu'on appelle les IWG, Implementation Working Group, que sont en fait les groupes de travaux du 7 plan, et ou également les forums des parties prenantes d'un secteur spécifique. Ils devront assurer la participation des entreprises, des organisations de recherche et de la société civile donc à ces équipes IWG et autres forums. Ils devront élaborer des approches solides pour sensibiliser et engager la société. Ils devront accorder une attention toute particulière, évidemment, aux principaux défis du Green Deal, notamment en ce qui concerne les aspects technologiques, industriels et sociétaux. Ils devront contribuer également aux objectifs de l'espace européen de la recherche dans le domaine de l'énergie. Et enfin, ils devront développer une stratégie de diffusion et d'exploitation et aussi de mise en réseau avec d'autres équipes et d'autres IWG existants que ceux qui visent. Les propositions devront porter sur l'un des secteurs qui est énuméré dans le texte, donc je vous encourage à vous y référer. Les sciences humaines et sociales, la participation des sciences humaines et sociales est fortement attendue et les projets, la durée indicative des projets est fixée à 3 ans. Donc, avant de passer au retour d'expérience, je propose de prendre peut-être vraiment une ou deux questions s'il en reste en suspens. Je crois que certaines d'entre elles, un grand nombre d'entre elles ont déjà été répondues. Tout à fait, Benjamin. Philippe Schild a gentiment répondu à toutes les questions posées par le biais du chat. Oui. Eh ben, c'est parfait. Donc, ça nous permet de rattraper le retard. Et on est parfaitement à l'heure pour lancer, donner la parole à Monsieur Constantin Sipos et éventuellement votre collègue Pierre Brignoux, je ne sais pas s'il s'est connecté entre-temps, sur un retour d'expérience pour avoir participé à un projet H2020. Bonjour à tout le monde, je suis Constantin Sipos de la société Rescol. Alors Pierre Brignoux s'excuse, il a eu un petit contretemps qui l'a empêché d'être là. Juste deux mots sur moi. D'abord, je suis le ex-responsable du département R&D de Rescol, département d'une 40aine de personnes. Et actuellement, je suis au comité de direction de Rescol et je suis directeur général d'une des filiales qui fait de la production. Et je suis également évaluateur auprès de la Commission européenne pour divers appels à projets. Et il y a, je dois avoir une bonne quinzaine d'années d'expérience dans les projets européens. Et est-ce que je pourrais avoir le premier slide, s'il vous plaît? Vous pouvez prendre la main, sinon je passe vos slides, comme vous le préférez. Je ne sais pas prendre la main, donc... Je vous passe les slides alors, pas de souci. Donc la suivante, s'il vous plaît. Donc, juste en deux mots, Rescol, on est une PME située à Bordeaux, ou tout près de Bordeaux. Et on a d'autres sites à Rochefort et à Châtellerault. On a au sein de la maison mère, on a deux grosses activités. Donc c'est le département R&D où on fait de la R&D en interne, mais aussi en prestation de service, surtout en prestation de service d'ailleurs. On a un département extrêmement important, analyse, test et caractérisation, très important parce que on va le voir plus tard. Ils sont accrédités. ISO 17025 ou par certains donneurs d'ordre, type Airbus, Conseil aéronautique, par des gens de l'autorité dans le domaine de la santé. Et c'est un département extrêmement important pour valider et qualifier les matériaux procédés dont on va parler plus tard. Et on a deux sociétés qui sont des filiales à 100%.
Hein. Bon, souvent, on présente ça plutôt comme un département différent, où on va industrialiser des produits ou des technologies. Et ça, c'est important parce que ça implique qu'on a une forte capacité à faire des prototypes. Hein. Suivante, s'il vous plaît. Donc, nos marchés sont principalement aéronautique, espace, défense, énergie, médicale, et après, surtout le domaine du luxe ou autre domaine. Ce qu'il y a de commun dans l'aéronautique, espace, défense, le médical et le luxe, c'est que c'est des quantités ou des secteurs industriels où ce n'est pas des énormes quantités de produits, ce n'est pas comme l'automobile, hein, mais où la technologie, aujourd'hui, on a des marges de moins en moins importantes, mais qui nous laissent la place à des petites sociétés comme nous, on est 160, de développer des choses et être présents. Suivante, s'il vous plaît. Donc, le témoignage sur un projet. Hein. Donc, il s'agit du projet Costomart, qui est un projet du Horizon 2020. Hein. Je vous ai indiqué le call. On est 17 partenaires, donc c'est un gros projet. Si vous voyez les pays impliqués, enfin, c'est bien étendu au niveau de l'Europe. Hein. Et un projet extrêmement bien financé. Hein. On a pris les bonnes habitudes d'Horizon 2020. Donc, c'est extrêmement bien financé. On a un budget de 8 millions d'euros et on est financé à 7 millions. Donc, c'est très intéressant, surtout pour des PME comme nous qui, si on voit les cas des FUI, sortir 55% de financement, c'était compliqué. Ici, même si c'est un IA, c'est 70% de financement. Donc, c'était un projet pour nous extrêmement bien financé. Suivante, s'il vous plaît. Donc, de quoi il s'agit, Costomart? C'est développer une technologie de photovoltaïque qui sort un peu des technologies classiques base de silicium, hein, et qui vise à être intégré directement dans les bâtiments. Hein. Bon, qui dit bâtiment, après, on peut l'intégrer à autre chose. Hein. Donc, il y a tout. Ce qui est important ici, c'est que dans ce projet-là, et c'est pour ça qu'on est très nombreux, et il y a beaucoup de partenaires, c'est qu'on va, depuis les bases technologiques du photovoltaïque, on les intègre et on fait des démonstrateurs, surtout on mesure nos performances. Donc on devrait arriver entre 20 et 25% d'efficacité énergétique, ce qui est extrêmement intéressant. Si on regarde le col, le D03, 02, 04, on veut aller plus loin, enfin la commission souhaite aller plus loin encore, jusqu'à 30% ou au-delà. Donc là, on se rapproche bien avec le projet actuel. Ce qui est extrêmement important dans ce projet-là, c'est qu'on a toute la supply chain. Après le projet, on saura industrialiser l'ensemble. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est de plus en plus cherché par la Commission, lamentablement pas exigé, mais pour nous, industriels, c'est super important. Ça nous valide et ça nous permet de valider notre contribution technologique. Si on passe à la slide suivante, Rescol, qu'est-ce qu'il apporte dans ce projet? C'est deux choses.
la plus importante. C'est un système d'assemblage et de désassemblage. Donc, c'est une technologie qu'on a mis en place dans d'autres domaines, notamment l'automobile, dans l'aéronautique espace défense, maintenant dans l'électronique, etc. Donc, c'est une technologie qu'on maîtrise déjà, et maintenant on développe les applications. On développe les applications et surtout on les valide. On les valide sur des démonstrateurs comme celui-là, comme celui du projet CustomArt. Alors, de quoi il s'agit, c'est qu'on va modifier ou formuler un adhésif ex nihilo qui a la capacité d'être un adhésif structurel. Donc, ça veut dire qu'on va être très très costaud au-delà de 35 MPa dans la force d'adhésion. Et par contre, quand on veut recycler ou changer ou remplacer une pièce, on va apporter de l'énergie et cet adhésif à l'interface. Et cet adhésif va perdre complètement son pouvoir d'adhésion. Ce qui va permettre de séparer deux pièces de nature différente, sans les abîmer, et pouvoir soit remplacer une d'elles, soit valoriser ou recycler les autres deux pièces. Il y a une deuxième technologie que je n'ai pas mis ici dans le slide, c'est une technologie de revêtement. On est capable aujourd'hui, dans d'autres projets nationaux, on a développé des revêtements pour encapsuler les panneaux photovoltaïques et qui permettent de garder une efficacité et améliorer les performances en vieillissement. Slide suivant, s'il vous plaît. Alors, comme ce projet-là, on a participé à d'autres projets, par exemple dans les batteries. On a participé à 3 projets, dont un qui vient de se finir, ou se finit ce mois-ci, je crois. C'est dans les batteries électriques. Alors, on n'est pas dans l'électrochimie, dans la nature de la batterie, on est dans tout ce qui est les matériaux autour pour s'assurer de la partie safety. Parce qu'on est anti-feu, on a un blindage électromagnétique, etc. Au niveau des modules et du paquet de batterie au global. Sinon, on est sur des technologies aussi type pour épargner de l'énergie. Dans les windmills, c'est des éoliennes, pour éviter que les éoliennes prennent de la glace, donc elles ne peuvent pas tourner, donc on ne peut pas produire. Donc on a des systèmes de dégivrage intelligents, c'est des systèmes qu'on a aussi développés dans le domaine du bâtiment, où c'est la peinture qui est une résistance électrique. Ce qui veut dire, c'est que le système dégivrant est en surface et la résistance électrique n'a pas de masse, donc pratiquement pas d'inertie thermique. Des systèmes thermoélectriques aussi, donc on a des sources de chaleur un peu partout. Comment profiter de cette source de chaleur pour produire de l'énergie. On a des fortes capacités, j'ai oublié de le mettre ici, en tout ce qui est stockage d'hydrogène et test des matériaux pour le stockage d'hydrogène. Donc on a des capacités à faire des prototypes de réservoirs. Et voilà, c'est un peu ce que je voulais vous raconter sur ce projet et sur Rescol. Après, forcément, si vous avez des questions. Annabelle, tu as une question? Oui, bonjour. Merci monsieur pour cette présentation et l'étendue de vos compétences qui peut-être fera que ça générera de nouveaux projets avec les personnes qui nous écoutent. Moi, j'ai 2 questions. C'est quelque chose qui revient fréquemment de la part de la communauté française d'une manière générale. Comment est-ce que vous avez rejoint le consortium? Comment est-ce que vous avez fait pour monter ce consortium? Et deuxièmement, au-delà de la subvention que vous avez reçue de l'Union européenne, qu'est-ce que vous a apporté la participation à un projet européen? Est-ce que ça vous a permis de
trouver de nouveaux fournisseurs, de nouveaux clients, d'améliorer votre image à l'international. J'aimerais en savoir un peu plus sur ces deux aspects-là. Merci. Alors, comment on a été invité, il y a deux facteurs qui sont importants à tenir en compte. Nous, on est depuis le FP6 dans des projets européens. Donc, on a un petit réseau européen qu'on alimente, qu'on développe. Hein. Comme vous avez vu, je montrais dans les batteries, on a été déjà présent dans trois projets. Donc, quand on est dans des projets européens, 3 à 4 fois dans le domaine de l'énergie, c'est pas par hasard, c'est que vous avez une valeur ajoutée. Et donc, on a le réseau et on a des technologies qui peuvent s'appliquer et qui peuvent avoir une valeur ajoutée dans le domaine. Je dirais que ça, c'est la réponse à la première question. Et qu'est-ce que ça nous apporte? Nous, en tant qu'industriels, c'est vrai, FP6, FP7, Horizon 2020, jusqu'à un certain point, viser à développer des technologies. Une technologie, aujourd'hui, si j'arrive, je dis à quelqu'un, écoutez, j'ai un super adhésif, il est structural, par contre, il perd sa pouvoir d'adhésion comme vous le voulez, et que vous pouvez pas démontrer que ça a été appliqué à quelque chose dans le domaine d'application de votre client ou quelque chose de proche, vous êtes beaucoup moins convaincant. Il y a tout l'aspect qualification, l'aspect application qui est extrêmement importante. Et ça va dans le sens de l'histoire. Aujourd'hui, des grands donneurs d'ordre développent de moins en moins de choses en interne, mais ils s'appuient énormément sur le développement de la supply chain. Et donc, il faut que nous, supply chain, enfin nous, tier 1, 2, 3, on développe des choses, qu'on propose des choses. Et pour finir, oui, effectivement, on travaille avec nos prospects ou futurs clients dans certains de ces projets, pas dans tous, parce qu'il y a d'autres qui sont très recherche. Mais oui. Alors... Merci. Merci beaucoup de votre éclairage. Merci, Monsieur Sipos. Si il n'y a pas d'autres questions, on va conclure. Donc simplement un rappel pour où vous pouvez trouver les informations. Donc vous pouvez les trouver évidemment sur le site de la Commission européenne. Vous pourrez trouver les appels sur la page Funding and Tenders, les statistiques, les projets déjà financés sur la page Cordis et également tous les événements mis en place par la Commission. Je vous encourage vivement à regarder regarder pour une première fois ou revoir deux webinaires que la Commission avait élaborés sur la manière de préparer une proposition qui soit successful, qui soit, je ne sais plus le mot en français, mais qui puisse obtenir un financement, et également un webinaire sur les autres aspects à prendre en compte lors de l'élaboration de votre proposition. Évidemment, il y a aussi le site Horizon Europe du MESRI qui rappelle également, qui relaie également les appels, les événements, quels qu'ils soient, de la Commission, mais également les événements internes au MESRI, des fiches pratiques juridiques et financières, etc. Pour rester en contact, vous pouvez poser vos questions à l'adresse générique pcn-climat-du-milieu-énergie@recherche.gouv.fr. Également nous suivre sur Twitter et LinkedIn. Et vous pouvez demander votre inscription à la liste de diffusion du PCN par email. À suivre donc demain la deuxième partie du webinaire sur la destination 3 qui porte sur le troisième call de cette destination et exclusivement sur des appels portant sur les énergies renouvelables. Le 18 juin, la destination 2 qui porte sur les solutions intersectorielles pour la transition climatique et elle sera
Ce webinaire sera fait en collaboration avec le PCN Transport. Et enfin, nous terminerons le 22 juin avec la destination 4 qui porte sur l'aspect d'utilisation efficace, durable et inclusive de l'énergie. Vous avez toutes les informations dans le lien, mais également sur le site, encore une fois, Horizon Europe du MESRE. Pour rappel également, les infodays de la commission sur le cluster 5, qui sont, si je ne me trompe pas, le 5 et 6 juillet, suivi d'un brokerage event, d'un événement de mise en réseau, le 7 juillet. Et vous avez les informations également dans le lien et sur le site Horizon Europe. Voilà, on a 3 minutes d'avance pour conclure. S'il y a encore des questions, c'est le tout dernier moment. Et sinon, je remercie de nouveau tous les participants qui ont été présents à ce webinaire et les présentateurs. En premier lieu, M. Philippe Schild de la Commission européenne et M. Constantin Sipos de la société Rascol. Et je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup. Merci Benjamin. Merci. Merci Philippe. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci et bonne journée aussi. Merci beaucoup.